Je suis très attaché à la culture des sociétés dans lesquelles j'investis, parce que je pense que c'est une arme d'une puissance absolument incroyable et que on peut soulever des montagnes quand on a une équipe qui a une culture forte. J'ai créé une société qui est très people intensive, comme on dit. On avait 150 000 collaborateurs et je dirais le principal actif de WebHelp prenait l'ascenseur tous les matins et tous les soirs. Et donc il a fallu reconnaître très vite que même dans un monde de technologie où on ne parle que d'intelligence artificielle, de technologie, de nouvelles technologies, de digital, l'humain reste une pièce centrale du dispositif. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Duhat. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, tu fais partie du cercle restreint des entrepreneurs qui ont fondé une licorne française. Alors déjà, respect. Pour rappel à nos auditeurs, avec Frédéric Jousset, vous avez lancé ce projet en 2000, WebHelp, il y a 24 ans, avec l'idée d'abord de vous inscrire dans cette vague d'entrepreneuriat, la bulle Internet. Vous aviez au départ une idée d'aide à la recherche pour les internautes. Google existait à peine à cette époque, mais finalement vous avez pivoté assez vite vers le service client, qui est encore aujourd'hui le cœur d'activité de WebHelp, qui s'appelle maintenant Concentrix, puisque vous avez récemment fusionné avec le leader américain. Olivier, tu étais consultant au départ, tu avais un parcours plutôt prometteur, plutôt tout tracé aussi, et finalement assez vite tu décides de reprendre des risques en lançant ton entreprise. Est-ce que tu avais cette fibre, cette envie de créer une entreprise dans le sang depuis toujours ? Il me semble que ton papa était aussi entrepreneur. Ou est-ce que tu identifies une opportunité et du coup tu t'es lancé avec WebHelp ? Je ne sais pas si on prend des risques quand on est entrepreneur, c'est un vaste sujet. En tout cas, j'ai pas du tout eu l'impression de prendre des risques. Mais c'était effectivement une conjonction de facteurs. J'ai eu un papa effectivement qui était entrepreneur, qui m'a expliqué que comme Emmanuel Macron, il suffisait de traverser la rue pour trouver un job et pour prendre son destin en main. Alors c'est très mal pensé pour un président de la République. Par contre, pour un papa qui donne des conseils à ses enfants, ça n'a pas trop mal fonctionné. Donc j'ai toujours eu effectivement envie de prendre mon destin en main. Conjonction de facteurs parce que à cette époque-là, j'ai 30 ans. Je considère que j'ai un bon bagage académique. Je sors de l'INSEAD. J'ai fait 7 ans de conseil en stratégie dans des très belles maisons. On est au tout début de la vague Internet, donc là on se dit il y a un train qui est en train de partir, il ne faut pas rester sur le quai, il y a beaucoup de nouveaux projets qui naissent à ce moment-là. Et puis c'est aussi une rencontre avec Frédéric qui a été le premier à croire en cette idée et ça a été aussi déterminant. On me pose souvent la question est-ce que WebHelp pourrait exister sans Frédéric ? Alors je pense que WebHelp pourrait exister sans Frédéric, par contre ça aurait été un tout autre WebHelp, ça c'est sûr, parce qu'il a été totalement essentiel dans le développement de la société. Donc oui, une multitude de variables qui m'ont donné envie de sauter le pas, et tout ça s'est fait de manière en fait assez naturelle. Mon entourage effectivement considérait que c'était une prise de risque, que j'étais très bien dans mon cabinet de conseil, que ça se passait bien, mais je l'ai senti très différemment et ça m'a semblé très naturel en fait, et tout ça s'est fait assez vite en fait, un peu sur un coup de tête. C'est plutôt Frédéric qui est venu te chercher ou c'est l'inverse ? En fait, Frédéric, j'étais chez Bain depuis un certain temps et j'ai beaucoup poussé pour son recrutement. En fait, il venait de rejoindre les équipes. J'étais son mentor parce que quand on rentre dans un cabinet de conseil, on a cette notion de coach et de mentor. On s'est très bien entendu. Il a été dans mon équipe. En fait, j'étais ce qu'on appelait à l'époque cast team leader et c'était un des consultants de mon équipe. Et puis, on faisait plein de choses en dehors du boulot. Et un dimanche
après-midi sur un terrain de golf. Je lui ai dit, écoute, je suis très content que tu aies rejoint Bain, mais moi je vais partir parce que j'ai un projet en tête et j'ai très envie en fait de devenir entrepreneur. Donc je lui ai soumis cette idée, et quand je dis qu'il a été un soutien de la première heure et qu'il a joué un rôle déterminant, avoir quelqu'un qui réagit très positivement, c'est quelque chose de très précieux. Il a eu tout de suite cette attitude de oui, c'est une bonne idée, je le ferai avec toi. En fait, on s'est dit, c'est une bonne idée de commencer quelque chose à un moment où il se passe beaucoup de choses, et on a décidé de brainstormer sur un certain nombre d'idées. Et l'idée du premier moteur de recherche à assistance humaine est quelque chose que je lui ai soumis parce que je faisais le constat, en fait, dans le cabinet de conseil dans lequel j'étais, que le processus de recherche sur Internet était très compliqué pour les gens qui avaient un certain âge. Donc les jeunes qui venaient d'être recrutés, en fait, ils maniaient très bien le langage booléen, les métamoteurs, ils arrivaient très vite en fait à trouver l'information qu'ils souhaitaient. Et puis les partenaires, en fait, c'était beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'ils étaient moins technophiles. Et en fait, on s'est dit, Internet est une formidable bibliothèque. Il y a des tas d'ouvrages en fait dans cette bibliothèque qui est totalement mondiale. Mais il n'y a pas de bibliothécaire. Et donc on va réintroduire en fait l'idée du bibliothécaire qui va aider les gens qui ont du mal à trouver le bon ouvrage ou la bonne information. C'était un peu le SVP en ligne. Alors je ne sais pas si SVP parle aux jeunes auditeurs, mais c'était à l'époque un service plutôt B2B destiné aux entreprises en fait, qui permettait une nouvelle fois de répondre à toute une série de questions. Donc on s'est dit, il y a un filon à creuser, de mettre à disposition des gens qui ont du mal à trouver l'information, des agents, des personnes, des experts de la recherche sur Internet, d'où cette idée de moteur de recherche à assistance humaine, parce qu'à l'époque, effectivement, on interrogeait les moteurs de recherche en utilisant des mots-clés, ce qu'on appelle le langage booléen, et puis on se retrouvait avec une liste en fait assez longue de liens sur lesquels il fallait cliquer, et tout ça était assez fastidieux. D'où l'idée de réintroduire en fait de l'humain dans un processus qui était extrêmement digital. D'accord, donc vous avez recruté à ce moment-là directement ce que vous appelez les Web Wizards, ou il me semble qu'il y a eu une étape supplémentaire. Il y a eu une étape en fait qui a été déterminante, c'est que après avoir travaillé le business plan, je suis tombé sur un article qui annonçait la création de webhelp.com, donc le nom vient de là, société canadienne, qui se positionnait comme premier moteur de recherche en assistance humaine. Donc c'était facile de vérifier, il suffisait d'aller sur webhelp.com. Et effectivement, je me suis retrouvé sur une page blanche avec une petite fenêtre. Il fallait juste remplir un champ pour donner son prénom et son adresse email. En dessous, on avait une fenêtre dans laquelle on pouvait taper une question en dialoguant en langage naturel. Je me rappelle de la première question que j'ai posée qui était « How old is Mickey Mouse ?» Et donc, au bout de quelques secondes, j'ai vu défiler d'abord sur mon écran et sur mon browser un certain nombre de publicités qui venaient en fait s'afficher. Et au bout de 45 secondes ou une minute, on m'a poussé sur mon browser internet un site qui donnait la réponse de l'âge de Mickey Mouse. Et après, j'ai tapé et posé un certain nombre de questions et j'ai dit le truc est juste incroyable, c'est exactement ce qu'on veut faire. Alors il y a deux façons de réagir. On s'est dit en cherchant, on s'est rendu compte que cette société avait plusieurs mois d'avance sur nous, qu'elle avait levé énormément d'argent, et on aurait pu dire c'est une très bonne idée mais elle n'est pas pour nous parce qu'en fait elle s'est déjà développée quelque part aux États-Unis, en l'occurrence au Canada. Et on a choisi en fait l'autre approche qui consistait à se dire c'est une bonne idée et on va continuer à creuser ce sillon, mais on est rentré en contact avec l'équipe de webhelp.com au Canada. Et tout s'est enchaîné très vite, puisqu'on a trouvé là-bas une équipe entrepreneuriale assez incroyable. Et on a décidé, je vais la faire courte parce que ça peut durer très très longtemps, ils nous ont accordé une licence en fait pour développer le savoir-faire de Webhelp qui était une chaîne de valeur technologique d'un côté et humaine de l'autre. Donc on a décidé avec eux de licencier tout le savoir-faire pour s'attaquer au marché français et au marché allemand au début. Et ça a été un tournant assez structurant parce que
On a passé 2 heures avec le fondateur de Webhelp au Canada, qui nous a dit, écoutez, moi j'ai autre chose à faire, la France, je ne sais pas où c'est, mais si vous voulez, je vous laisse tout ce que j'ai développé, je monte une société, quoi. Vous montez une société, je prendrai 20% du capital et vous m'envoyez un chèque de 5 millions de dollars, et si vous m'envoyez ça sous 15 jours parce que je suis pressé, le deal est pour vous. Et donc je suis remonté dans un avion, j'ai appelé mon boss un dimanche après-midi, je lui ai donné ma démission et je lui ai dit lundi matin je ne serai pas au bureau parce que je vais monter ma boîte. Et j'ai besoin de 5 millions de dollars. Voilà, et donc je me suis retrouvé le lundi matin avec une dette de 5 millions de dollars, avec pas grand-chose d'autre à offrir à part les quelques slides que j'avais réussi à gratter pour commencer la levée de fonds. Mais en fait cette époque était absolument incroyable puisque on a vraiment levé 5 millions de dollars en 15 jours. Sur une idée. Sur une idée. Et sur une idée, sur un exemple, sur une volonté. Mais à l'époque, vous savez, il y avait une sorte de concurrence entre les grands capitaines d'industrie qu'on connaît encore aujourd'hui. Jean-Marie Messier qui avait lancé avec Vivendi son fonds, Bernard Arnault, la famille Pinault d'un côté. Donc il y avait une espèce de concurrence en fait entre les grands industriels et les fonds aussi, qui voulaient s'assurer de mettre la main sur le bon projet très vite. Donc tout allait assez vite. Et c'est vrai que on a été reçu par les équipes de Repatweb, donc le fonds de Bernard Arnault, très vite. On a pu délivrer en fait un projet, un business plan en moins de 15 jours. On a eu une lettre d'intention dans la foulée et tout a démarré à une vitesse stratosphérique. Ouais, c'est dingue. Et donc vous aviez en charge derrière de recruter vos propres équipes, j'imagine, françaises, pour gérer les requêtes françaises, mais en vous appuyant sur le modèle et la structure informatique canadienne. Oui, en fait, les Canadiens ne nous ont pas amené grand-chose. Ils nous ont surtout piqué 5 millions de dollars au passage. Ils nous ont expliqué ce qu'ils avaient fait, mais effectivement, l'exécution de A à Z pour le marché français, elle nous revenait. Ce qu'il faut savoir, c'est que... en fait, rien n'était prêt. Nos confrères canadiens avaient soi-disant un contrat de licensing tout prêt parce qu'ils étaient déjà soi-disant en relation avec un certain nombre de partenaires possibles, mais en fait, rien n'était prêt du tout. Il y avait beaucoup de bluff dans tout ça. Donc, entre le moment où on a décidé de plonger et le moment où on a créé la société, il s'est passé 5 mois. Et donc là, on est en janvier 2000. Entre janvier 2000, début en fait de l'aventure, et juin 2000, la véritable création, il s'est passé un mois d'avril catastrophique sur les marchés puisque tout s'est écroulé et la donnée est un petit peu différente quand il faut effectivement signer le chèque et engager tout ça, mais bon, finalement ça s'est passé. Finalement on a vraiment créé la société au mois de juin 2000 et nos premiers web wizards, donc les appelés comme ça les magiciens du web, qui étaient ces experts en fait de la recherche, on les a installés à Bucarest en Roumanie. Pourquoi Bucarest et pourquoi la Roumanie? Parce qu'on avait besoin d'un bassin d'emploi bien évidemment totalement francophone, avec un environnement social plus facile, beaucoup plus de flexibilité et un modèle économique qui nous permettait de rentabiliser tout ça. Ok, donc vous lancez cette première offre, ça fonctionne bien, mais en 2003, vous pivotez. Alors on a pivoté beaucoup plus vite que ça en fait, okay. Parce que le portail, donc webhelp.fr, effectivement est lancé en septembre 2000. C'est un énorme succès, beaucoup de gens utilisent le service, mais à chaque fois que quelqu'un pose une question, on perd de l'argent. Alors l'avantage du modèle, c'est qu'on savait très bien à la fin de la journée ce qu'on avait perdu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on était censé monétiser le trafic et les questions par des revenus publicitaires. Oui. Qui ne sont pas venus tout de suite, voire jamais. Parce que les annonceurs n'étaient pas disposés à investir sur ce type de... Parce qu'il y avait un énorme décalage entre le coût de la prestation et les revenus effectivement qu'il y avait en face. Donc on savait qu'à chaque fois que quelqu'un posait une question, on était déficitaire, on savait l'argent qu'on avait levé, donc on pouvait très bien évaluer à quel moment on allait devoir refaire nos CV ou repartir dans le conseil. Donc il a fallu trouver une solution, et la solution était de se dire on doit sortir de ce monde du B2C qui est très difficile en fait à monétiser, mais l'intégralité de la chaîne de valeur qui finalement consiste à faire discuter des internautes avec des experts qui peuvent être des experts d'une marque. On a vu le potentiel d'un modèle B2B dit de relation client, et on s'est dit le monde va se digitaliser et la relation client
va aussi se digitaliser. Les gens ne communiqueront plus par courrier ou par téléphone. Il faut leur offrir des canaux de communication online, d'où en fait cette plateforme qui permettait en fait de faire du chat en ligne, qui permettait de faire du co-browsing et qui permettait de discuter directement sur les interfaces web. Donc on a très vite dit on va arrêter le modèle B2C, on va arrêter le portail, on va pivoter vers un modèle B2B parce que là il y a des marques qui vont payer et on a commencé à démarcher les digital natives qui étaient les fournisseurs d'accès à Internet et puis les premiers sites d'e-commerce, ce qui nous a permis très vite en fait d'atteindre un break-even parce que le break-even, on l'a atteint 18 mois après ce pivot, donc qui était finalement assez rapide. 2004-2005, quoi. 2002. Ah oui, non, okay. 2002. Et donc la société passe le niveau de rentabilité à l'été 2002, juin, si je me souviens bien, et on n'est jamais repassé en dessous en fait de la ligne de profitabilité. On a toujours été profitable à partir de ce jour-là. Et je le dis parce que vous m'avez fait le compliment de dire qu'on avait créé une licorne, mais on a une différence par rapport à la plupart des licornes, c'est qu'on a créé une licorne rentable. Oui, effectivement. C'est vrai. Et parlons justement de votre développement jusqu'à devenir leader européen et jusqu'à même votre introduction en bourse avec Concentrix, il me semble, il y a quelques mois. Vous avez réalisé 29 acquisitions, c'est ça. Qu'est-ce qui les caractérise ? Pourquoi est-ce que vous avez eu ces mouvements-là ? Là, on fait un gros jump entre le début des années 2000 mais effectivement, la société est passée de 2 fondateurs à une équipe de 150 000 personnes. On était présent dans 55 pays. On a atteint 3 milliards de chiffre d'affaires. Société toujours rentable, comme je le disais. Et puis, donc là, on est en 2023 et je vois que cette industrie... alors, on est numéro 3 dans le monde, si on regarde les tailles respectives. On a toujours eu envie de créer un leader, et pour créer un leader et pour aller vite, il faut imaginer un deal transformant et si possible un deal de rapprochement. On a fait effectivement beaucoup d'acquisitions, mais on a fait des acquisitions de boîtes en fait qu'on savait nous digérer. Là, on parle d'une fusion entre le numéro 2 et le numéro 3 pour créer un leader mondial qui est donc passé de 3 milliards à presque 10 milliards maintenant, 400 000 personnes dans le monde et plus de 80 pays, donc le footprint est complètement international. Et ça a été mon choix, celui de mes actionnaires et de mes collaborateurs, bien évidemment, d'aller dans une direction qui était totalement transformante, considérant que notre industrie était en pleine mutation. On le voit encore plus en ce moment avec toutes les Gen AI et l'impact que ça peut avoir dans notre industrie. Donc on a franchi ce pas-là. Pour revenir à votre question sur les acquisitions, on a toujours été obsédé par la croissance. Je pense que le moteur de la société, Webhelp, ça a été de toujours mettre la croissance comme un objectif. Non pas parce qu'on est des personnes avides greedy, comme on dit. C'était une croissance pour le jeu, en quelque sorte. Je pense que la culture a toujours été une culture très entrepreneuriale. Et ma motivation personnelle, comme la plupart des gens que j'ai recrutés, avait cette envie en fait de toujours être dans l'innovation, dans le progrès, toujours avancer. Donc on a été effectivement assez obsédé par la croissance et la motivation elle venait juste de la discipline et du jeu. Si on interroge Roger Federer, je pense qu'il n'a pas de motivation de pouvoir, il n'a pas de motivation de gain, d'argent. Il adore la discipline, il adore le jeu, il est combatif et le simple fait finalement d'être toujours devant les autres suffit en fait à donner cet élan et cette envie de progrès. Donc dans un développement d'une société, on se rend compte qu'à un moment donné, la croissance organique ne suffit plus. Moi, j'ai eu pas mal de fonds de private equity qui nous ont accompagnés puisqu'on a fait 5 LBO. Chaque fonds de private equity se dit « j'investis dans la société » avec l'espoir de doubler la mise. C'est très difficile en fait d'offrir ces rendements à un fonds de private equity si on n'a qu'un seul moteur qui est le moteur de la croissance organique. Donc on a très vite allumé le deuxième moteur qui était un moteur de croissance externe et effectivement sur les 12-13 dernières années on a procédé à un petit peu moins de 30 acquisitions qui a été un exercice stratégique, passionnant. On me demande souvent quel était mon secret de longévité en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de rester
rester aussi longtemps à la tête de l'entreprise. Et je pense que j'ai complètement sous-estimé le plaisir qu'on peut prendre à internationaliser une société, à faire des opérations de croissance externe. C'est une richesse culturelle et une richesse humaine qui est absolument extraordinaire. Et donc, on retrouve une nouvelle jeunesse. J'ai toujours eu peur de m'ennuyer, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le more of the same. Donc, je me suis dit, mais finalement, on est en train de faire du scaling, de la croissance pour la croissance, et je vais m'ennuyer. Mais en fait, on sous-estime complètement la richesse de tout ce qui va se passer quand on doit gérer de l'hypercroissance, qu'on doit aller dans de nouveaux horizons, dans de nouveaux métiers, dans de nouvelles activités, travailler avec de nouvelles personnes. Le management international est quelque chose de passionnant aussi. Donc voilà, tout ça s'est passé et s'est orchestré comme ça, mais je pense que le leitmotiv et la motivation première de toute l'équipe dirigeante était de se dire on aime le jeu, on aime la discipline, on est combatif, on a une énergie folle pour continuer à croître, à innover. Et quelque part, ça a suffi. Quand on me pose la question, mais pourquoi vous avez réussi mieux que les autres, je dis cette phrase assez finalement simple, qui est de dire, je pense qu'on en avait envie plus que les autres. C'est une bonne manière de survivre, effectivement. Tu dis que vous avez vécu 5 LBO successifs et successful. D'un point de vue plus personnel, parce qu'on sait que c'est quand même des interventions qui peuvent être assez douloureuses pour des dirigeants, qui peuvent demander beaucoup d'engagement. Comment est-ce que toi, tu as réussi à tenir dans ces contextes de pression qui sont assez élevés? Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, d'un point de vue personnel? Comment tu l'as vécu? Je suis très positif sur le monde du private equity parce que d'abord, j'ai connu beaucoup de maisons de private equity. Je pense qu'on y retrouve des gens très intelligents, très complémentaires au profil des entrepreneurs. Les fonds qui nous ont accompagnés, notamment dans cette phase de croissance externe, ont été déterminants. Et je dirais qu'ils étaient beaucoup mieux placés que nous pour procéder aux premières acquisitions. Je veux dire, d'un point de vue, le process analytique qui est de savoir bien choisir un actif, ils sont câblés comme ça, quoi. Quelque part, c'est leur métier d'acheter les boîtes. Donc moi, je suis très positif. J'ai jamais ressenti une pression plus forte que celle que j'avais déjà naturellement et qu'on avait développée dans la société avec toute l'équipe. Je pense que ce qui est important, c'est de délivrer ce qu'on promet, d'être extrêmement transparent. On a toujours été très analytique, on a beaucoup documenté, on a beaucoup expliqué, on a fait des erreurs bien évidemment, il y a eu beaucoup d'échecs, mais j'ai vécu ces phases de LBO très positivement. Je pense que le bon conseil à donner à des gens en fait qui auraient un petit peu peur de ce monde du private equity, d'abord je pense que la plupart du temps c'est assez injustifié. C'est important de bien choisir en fait les fonds avec qui on va travailler en fonction du cycle de développement de la société. Je vous donne un exemple. En 2010, on a commencé notre plan de croissance externe. Il nous fallait un fonds beaucoup plus international que ce qu'on avait eu au début. Donc on a travaillé avec Charterhouse, qui était un fonds européen, qui avait beaucoup d'expérience de build-up pour les sociétés dans lesquelles ils avaient investi. Et ça a été un choix déterminant. Quand on a eu fini en fait notre croissance en Europe, on s'est dit Next Journey, c'est les États-Unis. On a travaillé avec AKR, qui était un fonds beaucoup plus international, qui nous a aidé à développer une stratégie pour le marché nord-américain. Le dernier cycle, on a souhaité sortir du vrai private equity pour travailler avec GBL, qui est plus un family office, quoi. C'est du permanent capital, comme on dit, avec une vision beaucoup plus entrepreneuriale. Et la raison de ce choix était de se dire, on va avoir du mal à créer un leader mondial sur un horizon de temps qui est un horizon de temps classique d'un fonds de private equity qui est de 4-5 ans. Donc on a besoin d'un investisseur et d'un actionnaire qui est capable de nous accompagner sur du plus long terme. Donc à chaque fois on s'est posé la question, mais finalement de quoi a-t-on besoin et quel est le partenaire le plus adapté à nos stratégies. Et une fois qu'on a dit ça et qu'il y a un bon alignement de personnes, de culture, de valeurs, de vision, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ok, très clair. Merci pour ces éclairages. Je pense que c'est important aussi pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui peuvent se poser cette question de laisser entrer un fonds à leur capital, de voir que c'est aussi avant tout un partenariat et un apport de compétences. On l'a effleuré tout à l'heure, ce rapprochement avec Concentrix. J'aurais bien aimé t'entendre sur la vision que vous aviez derrière ce rapprochement. Tu l'as abordé, l'impact de l'IA sur votre activité et qu'est-ce que ça peut impliquer en termes de développement. Et comment est-ce que toi aussi, tu as vécu ce passage sur les marchés cotés? C'est aussi une expérience, j'imagine, qui mérite d'être soulignée.
Alors, le projet industriel, il faisait beaucoup de sens parce qu'on avait une très forte complémentarité géographique et une complémentarité aussi sectorielle et dans une certaine mesure d'activité. Donc sur le papier, ça faisait beaucoup de sens. Je dis sur le papier parce que parfois, ce sont des fausses bonnes idées, parce qu'effectivement, on a l'impression que tout va bien s'imbriquer, qu'il y a des vraies complémentarités. Mais le point finalement le plus important, il est culturel. C'est est-ce qu'on va réussir à assembler deux équipes qui ont leurs histoires, qui ont leur propre culture? Est-ce que les cultures ne sont pas trop éloignées? Est-ce qu'on va réussir une intégration en fait harmonieuse? Ça a été le cas. Il faut prendre le temps en fait de bien connaître les cultures. Je suis passé peut-être un peu vite quand j'ai parlé des acquisitions. Je pense que c'est le premier point déterminant en fait pour une acquisition qui fonctionne, c'est de s'assurer que culturellement les équipes managériales sont alignées. La deuxième acquisition qu'on a faite en Europe, elle était en Hollande. Alors on pourrait se dire mais pourquoi la Hollande? Parce que c'est pas un des plus gros pays en Europe. Et en fait c'est juste parce qu'on a trouvé une équipe managériale qui avait la bonne culture. Donc avec Concentric, c'était un beau projet industriel. Ça reste un très beau projet industriel. Ça nous a permis de créer un leader mondial. Culturellement, ce sont des équipes qui sont très proches, qui ont la même vision, qui ont des valeurs très proches. Et donc tout ça a été, je dirais pas que c'était naturel, mais on voit, il y a très peu de cas comme ça qu'on peut faire fonctionner dans une industrie donnée. Donc je voulais pas rater cette opportunité. Ce qui change effectivement, c'est que on passe d'une gouvernance du privé au public. Quand on est géré par des fonds de private equity et que la société est encore très, ce qu'on appelle founders-led, et les deux fondateurs ont une très forte part du capital pendant très longtemps, on s'habitue à une certaine liberté, à une certaine flexibilité. On est entre nous en quelque sorte, on n'a pas de pression du marché, on n'a pas de compte à rendre à part à nos clients et à nos actionnaires, mais tout ça est assez facile à gérer et effectivement le projet peut rester entrepreneurial très longtemps. Le monde de la société cotée, il suit des règles qui sont très très différentes, qui sont assez perturbantes. C'est clair. On a malheureusement, je trouve, une focalisation au trimestre qui est trop importante. On est trop souvent embarqué vers des considérations qui sont très court-termistes. Et c'est le rôle d'un board, et je pense qu'aujourd'hui je suis vice-président du board de Concentric et je considère que c'est notre board, de relâcher la pression en fait sur des choses qui sont très court-termistes pour avoir une vision à long terme et garder cette vision à long terme. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec le développement des nouvelles technologies, de l'AI, des GenAI et autres, il faut savoir prendre des paris qui sont coûteux, il faut savoir investir pour des retours sur investissement qui risquent d'être très longs. Et donc si on n'a pas un board en fait qui est un garde-fou, on risque de tomber vers le court-termiste, le cours de bourse comme seul juge de paix et de la performance. Et donc il faut avoir la sagesse en fait de sortir de ça. Mais c'est vrai que c'est très déstructurant et j'avoue qu'une grande partie du plaisir que j'ai pu avoir en tant qu'entrepreneur a été peut-être de travailler toujours dans un monde privé et j'ai jamais subi, à part depuis quelques mois maintenant, la pression des marchés. Et peut-être une dernière question, justement maintenant, c'est quoi ton rôle dans Concentrix depuis ces quelques mois? Alors j'ai pris la vice-présidence du board, donc Concentrix est maintenant le nom gardé après la fusion avec Webhelp. L'ensemble des actionnaires historiques de Webhelp, à savoir GBL, l'ensemble du management et les fondateurs, nous avons massivement réinvesti en fait dans l'entité qui a été fusionnée. Donc on est aujourd'hui un bloc d'actionnaires en fait qui représente 25%. Donc on est le plus gros bloc d'actionnaires. On est actionnaire de référence. J'ai pris la vice-présidence du board et mon objectif, c'est celui que je viens de décrire, c'est de m'assurer que par mon investissement en réflexion, en travaillant avec les équipes, avec le CEO, on va prendre des bonnes décisions, une nouvelle fois d'investissement sur du long terme. Bien évidemment, il faut gérer le court terme, mais on est là pour créer une société qui doit garder son potentiel de croissance, doit affirmer sa position de leader. On a la chance d'être dans une industrie qui est encore extrêmement fragmentée, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. On est dans le monde de la relation client, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure parce que j'ai écrit un livre sur le sujet, mais qui est un domaine absolument passionnant parce que la digitalisation de l'économie a changé complètement les règles du jeu. On a assisté à une véritable révolution copernicienne. Le client est au centre du jeu et l'expérience client est quelque chose de totalement déterminant au succès des marques dans le monde entier. On parlera de la relation client et de ton livre tout à l'heure, mais juste avant, je voudrais qu'on continue un petit peu sur les sujets financiers, puisqu'on a la chance d'avoir Ariane
qui est une des cofondatrices de Sapiens avec nous et qu'on accueille juste maintenant. Bonjour Ariane. Bonjour Aurore, bonjour Olivier. Bonjour Ariane. C'était passionnant d'écouter tous les débuts et l'aventure WebHelp, donc merci pour cette histoire. On a beaucoup parlé de LBO et des 5 LBO successifs que vous avez vécus avec WebHelp. Les LBO ont aussi une dimension très patrimoniale finalement parce que c'est en général l'occasion pour les entrepreneurs de monétiser une partie de leur aventure entrepreneuriale. Donc c'est synonyme de cash out. Pour finalement aborder un peu l'angle patrimonial de toute cette discussion, quelle est la première décision qu'on prend? Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est un entrepreneur qui vit son premier cash out? Est-ce que d'abord on sécurise? Est-ce que tout de suite on a envie de réinvestir? Comment est-ce qu'on raisonne quand on est confronté à ce premier cash-out? La première chose qu'on a envie de faire, c'est de bien s'entourer, notamment parce qu'on n'a pas l'intention d'arrêter de travailler et qu'on reste un entrepreneur actif, et que la gestion d'un patrimoine, c'est un métier, et c'est pas un métier qui s'improvise. Donc je dirais que ma première décision, assez naturellement, a été de me tourner vers des professionnels. J'ai malheureusement fait le constat que l'offre que j'imaginais n'existait pas forcément, d'où notre rencontre Ariane, et qui a donné lieu à ce qui est aujourd'hui Vesta, qui est un formidable succès. Mais mon premier réflexe, c'est effectivement de me dire je n'ai pas de temps à y consacrer, je ne suis pas un spécialiste. Et comme je le dis souvent dans toutes mes initiatives, start with the who, not with the what. Donc la première initiative a été de s'entourer de gens qui allaient faire ça beaucoup mieux que moi. Donc j'ai pas eu d'envie particulière quand j'ai fait mon cash out, si c'était le sens de votre question, mais juste de m'assurer effectivement que la partie qui avait été externalisée, et puis il y en a eu un certain nombre, puisque à chaque fois qu'effectivement qu'on fait une opération de LBO, on peut se poser la question de sécuriser une partie, de pas remettre tout au travail, même si dans notre cas, et c'est pour ça qu'avec Frédéric on a toujours été très important au capital, on a beaucoup plus réinvesti ou laissé l'argent au travail dans WebHelp qu'on a externalisé. Et du coup, en tant qu'investisseur, quand on se transforme en investisseur, même si on est entouré, il y a 2 choses qui viennent assez vite à l'esprit. C'est réinvestissement dans des sociétés. Et réinvestir dans des sociétés, on peut le faire en tant que business angel. Et depuis toujours, en fait, vous avez réinvesti une partie de votre patrimoine dans d'autres sociétés. Est-ce que quand on a été un bon entrepreneur, on fait un bon business angel, et qu'est-ce qu'on regarde et comment on fait ses choix pour investir dans d'autres sociétés? Comment vous avez réfléchi là-dessus? Alors je pense qu'il faut rester assez humble sur son aventure entrepreneuriale en se disant que chaque cas finalement est assez différent, et c'est pas parce qu'on a réussi une fois qu'on réussit à chaque fois, même si il est vrai aussi que l'expérience accumulée, elle a une vraie valeur. Peut-être que d'ailleurs j'ai assez sous-estimé. Et je m'aperçois maintenant, après 25 ans presque de développement, que grâce à l'aventure WebHelp, j'ai été confronté à beaucoup de challenges, à beaucoup de cas, et que beaucoup d'entrepreneurs sont très intéressés à ce que je partage avec eux effectivement un certain nombre d'événements et que je donne mon avis. J'aime pas donner des leçons et j'aime pas du tout l'approche expert ou gourou, donc je fais ça toujours avec beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai que j'ai une passion pour l'entrepreneuriat, j'ai une passion pour les business cases, le challenge intellectuel, et à chaque fois que je peux être confronté à une équipe de jeunes entrepreneurs ou de fondateurs qui se posent des questions, j'ai envie de réfléchir avec eux. Et en fait, mes choix, très souvent, vont s'orienter vers des entrepreneurs et des fondateurs qui ont envie de ça. Donc je ne m'impose jamais. Quand je fais un investissement dans une société, je redis à chaque fois, je suis disponible, je prendrai énormément de plaisir à pouvoir partager avec vous, que vous partagez avec moi et qu'on ait un vrai échange, mais je n'impose rien. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on s'aperçoit qu'on a quand même accumulé beaucoup de choses, on a accumulé beaucoup d'expérience, on a été confronté à beaucoup de choses, l'international, le M&A, la culture d'entreprise, la façon dont on doit gérer des fonds de private equity, le financement. Voilà, on sous-estime en fait l'accumulation de sujets qu'on a dû traiter pendant 25 ans, et je m'en aperçois maintenant que c'est assez précieux pour des jeunes fondateurs et des jeunes entrepreneurs. Donc est-ce qu'on est un bon business angel? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'on a l'opportunité de vraiment s'investir à côté d'une équipe de fondateurs, une équipe managériale, on peut aller plus vite ensemble, et je le fais volontiers.
Vous disiez tout à l'heure à l'instant, là, Start with the Who. Est-ce que le profil des boîtes dans lesquelles vous avez envie de rentrer, est-ce qu'on voit des qualités communes à tout le monde? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est le binôme, le trinôme, le quatuor des fondateurs et leur complémentarité, leur entente? Est-ce que un solo fondeur très fonceur, enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un signal positif en tant qu'investisseur qu'on retrouve Oui, alors dans vos choix? c'est vraiment des rencontres à chaque fois et je m'investis assez volontiers quand je sens qu'il y a des vraies proximités de vision, de valeurs. On a peu parlé des différenciateurs de WebHelp, mais je pense que le plus fort et le plus important, c'était la culture. On a misé beaucoup de choses sur la culture. Peter Drucker disait « Culture is strategy for breakfast ». J'y crois dur comme fer. En fait, beaucoup de choses se copient. Mes concurrents pouvaient copier beaucoup de choses dans la façon dont on développait des process, dans les technologies en fait qu'on achetait, une façon de faire, quoi. Quand on regarde la chaîne de valeur et l'operating model en fait d'une société comme la nôtre, tout était copiable. C'est très très difficile de se protéger. On n'avait pas de brevets, de molécules qui nous protégeaient de quoi que ce soit. Et finalement, la culture, c'est le seul truc qu'on peut pas copier. La culture, c'est l'identité. C'est l'ADN d'une société, et quand cette culture fonctionne bien, elle est d'une puissance incroyable. Et donc je suis très attaché à la culture des sociétés dans lesquelles j'investis, parce que je pense que c'est une arme d'une puissance absolument incroyable, et que on peut soulever des montagnes quand on a une équipe qui a une culture forte. Et très souvent, on me dit, mais comment tu as fait pour recruter des gens qui t'ont accompagné si longtemps, qui ont été à tes côtés, qui ont été talentueux dans la durée? Et j'ai toujours dit, j'ai recruté des personnalités avant de recruter des compétences. Parce que les compétences, on peut les apprendre. Les personnalités, elles sont ce qu'elles sont. C'est la nature des gens. C'est lié à au capital génétique, à l'éducation qu'on a reçue. Donc c'est très très difficile finalement de créer une culture avec des gens qui ont des personnalités très différentes, même si, une fois qu'on a dit ça, juste derrière, je dois rajouter que la diversité est aussi quelque chose de puissant dans une entreprise. Donc il faut trouver en fait le bon équilibre entre l'apport de la diversité, dont on parle beaucoup, et la culture qui doit rester assez homogène. Parce que plusieurs cultures peuvent être très successful, on a des entreprises qui ont des cultures très différentes et qui fonctionnent bien, mais il ne peut pas y avoir plusieurs cultures dans une entreprise. Ça ne fonctionne pas. Elle doit être homogène. Donc je fais une réponse un peu longue, mais pour dire que dans mes choix, effectivement, le human capital, le capital humain qui est fait effectivement de personnalité et de culture d'entreprise forte, ça a toujours été un moteur. Oui, je témoigne. Vous avez, en tant que board member d'Ivesta et cofondateur, beaucoup fait travailler sur la notion de culture, d'ADN, de valeur. Et donc, effectivement, c'est très prégnant. Et vous nous dites aussi toujours, ce qui fait la valeur d'une société se lie pas à son bilan, c'est sa réputation et ses hommes. Et ça me fait le lien un peu avec le Think Human, qui est quelque chose qui a été très fort pour WebHelp et qui est aussi assez fort dans vos investissements. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de retranscrire cette forte dimension humaine qui a toujours été un driver fort dans vos choix professionnels, dans vos choix patrimoniaux, alors hormis le fait de créer un projet avec des gens avec qui il y a une appétence, mais dans les choix d'investissement purs, comment est-ce qu'on voit transparaître cette dimension humaine très forte qui a toujours été votre driver? Bon, d'abord l'être humain, quoi qu'on en dise, parce qu'on décrit beaucoup effectivement l'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle. Machine, ouais, je pense que l'être humain est la machine la plus aboutie qu'on ait jamais créée et la plus passionnante sous cet angle-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement, je pense que par personnalité, par éducation, je suis beaucoup attiré par les relations sociales. Troisième élément, j'ai créé une société qui est très people intensive, comme on dit. On avait 150 000 collaborateurs et je dirais le principal actif de WebHelp prenait l'ascenseur tous les matins et tous les soirs. Et donc il a fallu reconnaître très vite que même dans un monde de technologie où on ne parle que d'intelligence artificielle, de technologie, de nouvelles technologies, de digital, l'humain reste une pièce centrale du dispositif. Et pour faire un lien avec le livre qui s'appelle aussi d'ailleurs Think Human, on voit bien que dans une économie où les marques ont de plus en plus de mal à se différencier parce que tout le monde vend la même chose, tout est disponible sur le web, donc en fait c'est très difficile pour une marque de se différencier, où tout se compare, donc le consommateur va acheter au meilleur prix parce qu'il sait exactement s'il veut acheter ce téléviseur, qu'il peut le trouver sur plusieurs plateformes mais qu'il ira acheter au meilleur prix.
Qu'est-ce qui reste dans un monde où tout se compare et où effectivement il y a très peu de différenciateurs produits? Il reste l'expérience client. C'est-à-dire la capacité à générer une expérience de bout en bout qui va être différenciante. Et d'ailleurs, les marques du digital, Amazon en premier, ont très bien compris ça. On pense que Amazon est un leader de l'e-commerce, un leader technologique par effectivement tout ce qu'ils ont aujourd'hui mis au point, mais c'est un leader de l'expérience client et il faut reconnaître à quel point en fait très vite Jeff Bezos a dit l'expérience client va être un différenciateur essentiel. Et l'expérience client comme différenciateur fait appel très souvent à l'humain et à la relation humaine parce qu'il y a une dimension émotionnelle dans tout ça. Et ce mouvement, en fait, n'épargne pas l'industrie de la finance non plus, et notamment l'industrie du private equity, parce que finalement, l'effet marque, valeur de fonds de grande renommée, de plus petites équipes, rend le tout dans un contexte où cet univers d'investissement devient beaucoup plus accessible à tout le monde, fait qu'il devient parfois compliqué de savoir faire le bon choix et la différence entre tel ou tel fonds d'investissement. Mais la différence peut se faire sur la culture, parce qu'effectivement, dans le monde du private equity, il y a des maisons qui font le même métier, qui en général utilisent les mêmes méthodes pour faire leur métier, mais par contre il y a des cultures qui sont très très différentes. Il y a des fonds de private equity qui sont plus ou moins management friendly, qui ont des cultures plus ou moins fortes, qui ont des cultures entrepreneuriales plus ou moins fortes aussi. Donc il faut choisir aussi son partenaire fonds de private equity en fonction de sa culture. Et dans notre histoire, j'ai parlé tout à l'heure de trouver le bon partenaire au bon moment. Cet aspect culturel a été déterminant. Et en tant que participation, puis finalement aussi en tant que LP, il faut savoir faire la différence entre la marque Tout à fait. et la culture et l'efficacité. Et effectivement, c'est un des sujets qu'on aborde avec Ivesta et Sapiens, d'aider à choisir les fonds de private equity et les investissements adaptés aux clients et aux objectifs d'investissement. On a parlé effectivement de LBO, de fonds de private equity, mais il y a une autre dimension qui est très forte et qu'on retrouve dans votre profil patrimonial, c'est la notion de give back. Vous avez aussi investi dans beaucoup de sociétés avec cette dimension humaine et retour au monde forte. Est-ce que vous avez des exemples à partager dans les choix que vous avez faits là-dessus? Oui, j'ai beaucoup d'exemples. C'est une vraie question en fait d'utilité et du sens qu'on veut donner à sa vie. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé d'ailleurs la bonne formule. Donc du coup, je fais beaucoup de choses assez différentes qui vont d'investissement dans des sociétés effectivement qui ont une dimension socialement, sociétalement ou environnementalement responsable. L'exemple comme Innovafeed, formidable société qui développe une protéine à base d'insectes à destination de l'aquaculture avec un modèle totalement circulaire qui est un véritable succès. Donc je vais orienter mes choix vers des financements dans l'économie réelle pour des sociétés qui ont cette dimension-là. Et puis après, des projets philanthropiques directs. C'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse donner la parole dans quelques instants à Jean-Baptiste qui va nous présenter ce formidable projet. Mais pour répondre à votre question plus précisément, ça devient quelque chose de très important finalement dans ma vie, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, de s'assurer qu'on sait faire les choses de manière utile, on sait redonner. C'est presque une question préoccupante de s'assurer en fait qu'on fait les bons choix. Donc une nouvelle fois, je suis pas sûr d'avoir trouvé en fait la bonne recette. J'ai toujours l'impression de ne pas en faire suffisamment, donc je continue à multiplier les projets et à m'assurer que je peux redonner à ceux qui en ont besoin. J'ai la chance d'avoir une femme qui est très investie dans l'humanitaire et qui fait des projets formidables de création d'écoles en Inde et dans d'autres pays. Donc voilà, le give back c'est important. Je ne sais pas si je fais bien les choses, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet où on dit on peut diviser sa vie en quatre parties. Il y a le premier quart en fait où on apprend, il y a le deuxième où on construit, et le troisième on partage et on redonne, et le quatrième je crois qu'il est beaucoup plus spirituel, donc j'en suis encore très très loin parce que en fait c'est Pyramide pour de quelques Maslow, années. en version, Mais donc voilà, pour répondre à votre question, j'essaie d'orienter mes choix d'investissement aussi avec cette dimension-là, parce que je pense qu'elle est très importante. C'est ça, avec la double approche de investir dans des économies transformantes pour le monde et aider ceux qui sont plus dans le besoin de manière très directe, quoi. Impact investing, il y a tellement de philanthropie. besoins. Et à cet effet, on va accueillir effectivement Jean-Baptiste dans quelques minutes. Peut-être juste une dernière question avant de donner la parole à Jean-Baptiste. Je le disais tout à l'heure, tu as écrit un livre qui s'appelle Think Human,
C'est aussi le nom d'une fondation qui s'appelle Think Human. Est-ce que tu peux juste en quelques mots nous dire pourquoi ce livre ? Qu'est-ce que tu écris dedans et pourquoi avoir eu envie de l'écrire ? Et puis pourquoi il va donner le même nom que cette fondation ? Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Oui, Think Human, il est un peu partout. C'était la baseline de WebHelp dans un monde de technologie. On dit on va se différencier par l'humain et ça sera notre baseline. Donc on veut vraiment l'afficher comme un fort différenciateur. On a créé une fondation d'entreprise qui s'appelle aussi Think Human, essentiellement destinée à des projets autour de l'éducation et de l'inclusion. Et le Think Human de mon livre, en fait... il est tout différent, il est complètement différent. C'est finalement se poser la question de qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette économie qui s'est digitalisée pour aider les marques à se différencier. Et donc j'ai fait toute une série de recherches en fait. C'est un livre un peu business, hein. C'est pas un truc marrant à lire. C'est un truc à lire pour les gens qui vraiment se posent les questions de comment je vais réussir à me différencier par rapport à nos concurrents. Et j'ai beaucoup, grâce à la littérature des neurosciences, essayé de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et si je dois résumer, il faut garder à l'esprit que nous sommes des hédonistes feignants en mal de reconnaissance et que le cerveau fonctionne comme ça. Donc il faut lui donner du plaisir, du moindre effort, de la reconnaissance en permanence. Et finalement, pourquoi je dis ça ? Parce que l'expérience client va en permanence rechercher ces trois attributs, ces trois axes. C'est-à-dire comment je vais créer de l'effet de surprise dans l'expérience client, comment je vais m'assurer qu'un parcours client est totalement sans effort, on dit ça seamless ou effortless, et comment je vais donner l'impression à mon client qu'il est unique et qu'est-ce que je vais utiliser comme technique de personnalisation pour lui faire sentir que c'est pas un numéro, c'est pas un client, c'est un individu avec toutes ses particularités. Et en fait, c'est très intéressant de se rapprocher des neurosciences parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est comme ça que l'on est en tant que consommateur. Moi, je ne suis pas un consommateur très différent de ce que je viens d'écrire. Moi aussi, j'aime les effets de surprise. Moi aussi, j'aime quand ça va vite et quand on me facilite la tâche. Et moi aussi, j'aime qu'on me reconnaisse comme un individu à part et qu'on me propose un parcours client qui est assez adapté. Et une nouvelle fois, on est autour du Think Human, donc pour d'autres raisons que les deux premiers que j'ai évoqués. Mais ça faisait beaucoup de sens pour moi d'écrire ce livre, qui est un livre qui doit aider les marques à se différencier dans une économie, une nouvelle fois, de l'expérience et dans une économie qui s'est très fortement digitalisée. Ok, très clair. Parfait. Et merci d'avoir développé ce livre Think Human. Et puis on va parler davantage de la fondation et de l'activité Jean-Baptiste dans quelques minutes. Merci beaucoup Ariane aussi. Merci. Nous accueillons maintenant Jean-Baptiste Noëllac, qui est cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité et de Cours Clovis. Jean-Baptiste, tu as rencontré Olivier à travers de cette fondation Think Human. Est-ce que tu peux déjà te présenter tes activités, puis l'histoire de ta rencontre avec Olivier ? Oui, bien sûr. Merci de votre invitation. Donc Jean-Baptiste Noëllac, j'ai cofondé Excellence Ruralité. Donc c'est un réseau d'écoles associatives pour lutter contre le décrochage scolaire dans les zones rurales défavorisées. Et donc je me suis installé il y a maintenant 7 ans avec une équipe de 4 jeunes profs à La Fère dans l'Aisne, qui est le département de France le plus touché par le décrochage scolaire, par les difficultés de lecture à 15 ans. Et on a ouvert là un collège pilote, donc qui a commencé avec 11 élèves, qu'on accueille 110 en septembre prochain, et qui a des résultats qui sont assez encourageants en termes de capacité à tenir la promesse de l'école aux enfants, quelle que soit leur origine sociale. J'ai rencontré Olivier parce que d'abord il nous a soutenus dans une soirée de levée de fonds. Et puis j'ai tenté ma chance, je me suis dit je vais lui écrire un mail pour lui proposer de le rencontrer, pour essayer de comprendre aussi pourquoi il nous avait soutenus, parce que c'était hyper important pour nous pour structurer aussi notre levée de fonds, puisqu'on est financé essentiellement sur fonds privés, donc uniquement par des dons pour l'instant, parce que quand vous créez une école, vous pouvez pas bénéficier de subventions publiques avant au moins 5 ans, mais en pratique c'est au moins 15 ans, parce qu'il y a une file d'attente qui est très longue ensuite, à partir du moment où vous pouvez demander. Donc j'ai écrit à Olivier, mais bon, vraiment je ne croyais pas du tout, je me disais, il gère une boîte de 150 000 personnes, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il n'aura pas le temps. Et il m'a répondu direct, mais vraiment hyper vite dans l'après-midi. Et il m'a dit, pas de problème, on prend un moment. Et puis donc, je suis venu le voir dans son bureau. On a discuté pendant plus d'1 heure. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, Olivier, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, donc qui est de très bons conseils aussi pour des gens qui lancent des projets comme le nôtre. C'est quelqu'un qui est vachement à l'écoute. Donc il nous a tout de suite... essayer vraiment de comprendre ce qu'on faisait, comprendre les enjeux, comprendre les problématiques.
et puis de très généreux. Donc voilà, il nous a aidés une première fois, il a continué à nous aider, il nous a aidés aussi avec la fondation Think Human. Puis on a beaucoup parlé à ce moment-là aussi de Violaine, son épouse qui est beaucoup engagée dans le domaine éducatif, qui crée des écoles en Inde. Donc Violaine ensuite et Olivier sont venus visiter l'établissement. Violaine est devenue membre de notre comité de soutien. Donc voilà, on a vraiment créé très rapidement une relation assez forte avec Olivier et Violaine. Ok, il y a plein de choses que tu évoques en introduction. Donc c'est un collège que vous avez créé, Ouais, c'est un collège. Mais avec un fort taux en fait d'élèves qui ne savent pas encore lire en arrivant au collège. Si, ils savent lire, mais très mal, quoi. On est dans un territoire dans l'Aisne où vous avez le plus fort taux de jeunes qui sont en grande difficulté de lecture à 15 ans. Donc, mais ils savent à peu près lire, mais ils déchiffrent, vous voyez, pas tous, Dieu merci, mais il y en a une bonne partie. Surtout quand on a commencé à l'entrée au collège, qui avait d'énormes difficultés de lecture. En fait, il n'y avait pas reçu dès le début du primaire les outils pour maîtriser normalement les savoirs fondamentaux qui sont en fait clés ensuite pour continuer à apprendre. Donc le problème, c'est que il y a donc tout ce capital culturel qui n'est pas transmis par l'école. Et en plus de ça, il y a d'autres phénomènes, parce que vous avez aussi un enjeu, pour ça j'étais hyper intéressé par ce que disait Olivier avant sur Think Human et sur la dimension très forte, enfin l'importance de l'humain dans notre économie digitale. C'est que aujourd'hui, ce qui va faire la valeur ajoutée d'un élève demain, d'un jeune, d'un salarié dans le marché du travail, par rapport à un algorithme ou à un robot, c'est sa valeur ajoutée d'être humain, c'est ses compétences relationnelles, sa capacité à interagir avec les autres, c'est sa capacité à avoir une intelligence transverse, à créer, avoir du leadership. Tout ça, c'est du capital culturel qui est généralement assez hérité. C'est pas un truc que vous acquérez à l'école. Et donc, c'est ce qu'on essaie aussi de faire dans notre école, c'est-à-dire de transmettre des fondamentaux, mais aussi d'avoir un investissement très fort sur la dimension éducative. On a des professeurs qui sont aussi éducateurs, qui jouent avec les élèves dans la cour, qui déjeunent avec eux, qui vont pouvoir les reprendre, les aider à progresser sur tout un tas de domaines qui sont un peu impalpables. Vous voyez, l'idée, c'est de permettre à chaque enfant de se développer sur le plan personnel, pas uniquement sur le plan intellectuel, mais vraiment dans l'ensemble de ces dimensions. Et comment vous expliquez ces lacunes? Parce que si je comprends bien, le constat, c'est que c'est dans ces zones rurales qu'on trouve aussi des vrais retards scolaires, en plus de peut-être soft skills, comme on les appelle, manquantes. C'est vrai qu'on entend plutôt souvent parler des territoires, des périphéries des grandes villes. Là, j'imagine qu'il y avait une zone en fait moins bien couverte par les services publics. Et comment ça se fait en fait? Est-ce qu'on a des pistes de compréhension? Comment c'est possible? Parce qu'on pourrait plutôt imaginer que c'est des classes qui vont être potentiellement plus petites, donc avec plus d'accompagnement de la part des professeurs. Le décrochage scolaire, c'est très multifactoriel. Déjà, il y a une situation de notre école en général qui est pas bonne. On est régulièrement déclassé dans les classements PISA. On a ensuite, pour les zones rurales en particulier, vous avez en effet généralement dans les zones rurales très éloignées plutôt des bonnes écoles primaires, mais la ruralité, c'est pas juste les villages de 500 habitants, c'est plus large que ça. Donc ça englobe aussi les bourgs et les petites villes dans lesquelles vous avez souvent des réalités sociales, sociologiques, scolaires qui sont assez proches de celles des périphéries des grandes villes, mais dans lesquelles il n'y a pas la densité de population suffisante pour qu'il y ait des investissements importants en matière d'éducation prioritaire, et aussi parce qu'il faut bien reconnaître, les critères d'affectation des moyens de l'éducation prioritaire sont polarisés dans les métropoles, parce que historiquement et structurellement d'ailleurs, vous avez notamment la nécessité d'appartenir à un QPV, c'est-à-dire un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc tout ça crée des discriminations un peu mécaniques, aussi parce que le simple fait de prendre en compte davantage les critères sociaux que les critères scolaires pour l'affectation des moyens de l'école, en fait ça crée une distorsion, parce qu'en réalité vous pouvez être d'un milieu social moins défavorisé à la campagne qu'en ville, mais avoir plus de difficultés ensuite à rentrer sur le marché de l'emploi, à trouver un travail, parce que vous n'avez pas accès aux mêmes emplois, vous n'avez pas accès aux mêmes formations, vous n'avez pas accès à toutes les infrastructures culturelles qu'il peut y avoir dans les métropoles. Et donc tout ça fait que aujourd'hui, très concrètement, un jeune rural pauvre se projette 2 fois moins dans les études supérieures qu'un jeune urbain pauvre. Et la mobilité sociale des jeunes ruraux est 2 fois plus faible que celle des enfants d'ouvriers urbains. Donc il y a un sujet en fait aussi en termes d'égalité d'accès aux moyens de l'éducation prioritaire.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, Jean-Baptiste, dans ce domaine de l'éducation? Est-ce que tu avais été professeur? Est-ce que tu avais eu des expériences? Enfin, qu'est-ce Non, qui moi, en fait, j'étais un peu en décrochage à 15 ans. Enfin, j'avais de très mauvaises notes en seconde. Et puis, l'établissement voulait que je redouble, mais si possible, pas chez eux. Donc, je me suis retrouvé en pension, à passer un entretien avec un directeur pour rentrer dans un pensionnat qui, au bout de 5 minutes, a fait sortir ma mère de la pièce en lui disant « Madame, est-ce que je pourrais parler juste avec Jean-Baptiste ?» Et puis après, il a commencé à lire mes notes qui étaient catastrophiques. Et puis, il a posé ça, puis il a dit « Bon, ça, c'est tes notes, mais ce qui m'intéresse, c'est qui t'es toi ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce que tu as dans le bide ? Qu'est-ce qui te passionne ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'est quoi tes rêves ? C'est quoi tes talents ? » Et j'avoue que j'étais pas du tout prêt à ça, quoi, parce que pour moi, un directeur, c'était juste là pour parler de notes, et puis il n'y avait pas du tout de dimension humaine, quoi. Et puis bon, on a discuté de plein de choses, et puis à la fin, il m'a dit « Bon, S ou ES ?» Puis il a regardé, S avec... moi, je pensais qu'il parlait 2 secondes, parce que j'étais là pour pas... Donc il dit « Bon, allez, première S avec 2,5 en maths, ça va être chaud, donc on va plutôt passer en ES. » Mais donc il m'a fait passer en première ES, et puis ensuite, après, j'ai repris le chemin. J'ai fait des études du droit, j'ai fait une école de commerce et tout. J'ai commencé à bosser chez IBM. Je trouvais pas trop de sens à ce que je faisais parce que c'était pas ma place. J'avais vraiment envie de me mettre au service du bien commun de manière plus concrète et plus palpable. Et donc j'ai rejoint un projet qui crée des écoles un peu sur le même format de ce qu'on fait, mais dans les zones urbaines. Et puis après, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Christophe Guilluy, qui est un géographe, sociologue, qui est un type qui a vraiment pensé la ruralité en France depuis une quinzaine d'années, et qui a compris en fait quels étaient les enjeux de ces territoires-là, qui sont un peu exclus des métropoles et donc de la mondialisation et donc un petit peu de la marge du monde. Et il a, en gros, il avait vu venir les gilets jaunes et tous ces trucs-là bien avant tout le monde, quoi. Donc ça m'a beaucoup parlé, parce que moi j'ai passé mon adolescence dans ces territoires-là, autour de Roissy, entre la périphérie, entre les champs de betteraves et puis le RER, quoi, juste entre les deux. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, on fait des trucs qui marchent en banlieue, mais pourquoi on n'essaierait pas de le faire aussi en zone rurale? Et donc on est allé monter l'école dont je vous ai parlé. Oui, donc vous avez, d'une certaine manière, j'imagine, répliqué ce qui pouvait marcher dans la pédagogie d'Espérance banlieue, c'est ça? Tout à fait, ouais. Mais adapté à des zones rurales, donc avec des populations qui sont différentes, avec et peut-être en quelques mots en termes de structure pédagogique et de qu'est-ce qui vous caractérise, parce que vous n'êtes pas une école comme les autres, c'est bien ça le principe. Est-ce qu'il y a une journée type ou quelques éléments différenciants spécifiques? Ce qui est spécifique, c'est que du coup, on accueille beaucoup d'élèves qui ne sont pas forcément des élèves... c'est des élèves du territoire qui ont souvent des difficultés ou qui ont des difficultés scolaires ou familiales ou sociales. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est vraiment de pouvoir accueillir chacun tel qu'il est, d'avoir donc du coup ces professeurs qui sont aussi éducateurs pour avoir cette relation étroite avec chaque enfant, pour rebâtir de la confiance, jouer avec eux dans la cour, leur donner vraiment leur place, un peu comme l'expérience client dont parlait tout à l'heure Olivier. Donc ça, c'est vraiment clé pour nous. Et ensuite, ce qui est important, ce qui permet ça, c'est les petits effectifs. Donc on ne dépasse pas 15 élèves par classe. Un autre aspect aussi important, je crois, c'est la relation qu'on tisse avec les familles. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de bâtir une relation de confiance avec les parents, de s'investir dans cette relation avec eux. Et ça passe par des choses très concrètes, très très organique, en fait. C'est pour ça, je connaissais pas toute l'histoire de Webhelp, mais cette croissance et tout ce développement du monde des nouvelles technologies, en fait, est assez, je pense, assez naturel finalement, et assez vivant, et se rapproche finalement de toute aventure entrepreneuriale, parce que voilà, les parents, ils ont besoin en fait qu'on se rapproche d'eux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas familiers de l'univers scolaire, qui ne connaissent pas cet univers-là, et il faut arriver à trouver les mots pour leur parler. Et donc, tout bêtement, on commence l'année par un barbecue de rentrée où on va d'abord se mettre en relation de personne à personne et pas de fonction à fonction. Donc voilà, toute cette relation-là qu'on essaye de bâtir, elle est vraiment clé. Et l'enjeu après, c'est vraiment de recréer de la confiance, parce qu'en fait, tout part de là, tout part de cette confiance que l'élève peut avoir en lui, dans sa capacité à se dire « je vais y arriver ». C'est de la confiance dans son professeur qui est souvent le préalable à sa propre confiance en lui-même. La confiance dans le monde adulte, la confiance dans ses parents aussi, parce que parfois certains ont un peu perdu espoir dans la capacité de leur enfant à progresser. Donc tout ça se rebâtit de manière assez naturelle, pour peu que vous laissiez les espaces. C'est pour ça que j'étais aussi très sensible à ce que disait tout à l'heure Olivier sur la culture d'entreprise, c'est que
il faut pas vouloir tout penser. Il faut laisser le cadre, en tout cas, qui permet à la relation de se bâtir entre les profs et les élèves, entre les profs et les parents. Aujourd'hui, je pense qu'un des défauts de notre école, c'est que le prof, il est là pour faire uniquement ses face-à-face pédagogiques et puis terminer, en fait. Et donc, il n'y a pas cet espace-là. Du coup, l'école n'est pas une maison habitée, quoi. Et on peut pas créer cette culture-là. Il n'y a pas de culture, ouais. D'accord. Et donc, il faut prévoir et penser comment cette culture peut se mettre en place, créer ces temps qui sont hyper importants pour chacun, en fait. Et vous allez chercher les élèves ou vous allez chercher les parents pour venir? Parce que j'imagine que vous arrivez dans un territoire... C'est les parents qui inscrivent leurs enfants. Oui, donc c'est plutôt l'initiative des parents qui va entendre parler en fait de ce projet et qui va se dire ça peut correspondre aux besoins de mon enfant à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est le bouche à oreille. Alors au début, vous avez plutôt tous les élèves dont personne ne veut. Puis petit à petit, à force de... le résultat, le bouche à oreille se met en place. Et puis du coup, les familles qui voient que leurs enfants s'en sortent pas dans le système classique, qui sont en souffrance, qui sont harcelés, qui voient qu'ils n'apprennent pas grand-chose ou ça, ils se disent ok, on va pouvoir essayer peut-être autre chose. Et puis donc on passe ils sautent le pas, quoi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est toujours rester au service des enfants de milieu modeste. Donc on n'est que dans des territoires très défavorisés. Alors à mesure que l'école grandit, on commence à avoir des CSP+, de Saint-Quentin, des grosses villes du coin qui commencent à se dire c'est intéressant, peut-être que pourquoi je ne mettrais pas mes enfants. Et ça, c'est une barrière que vous êtes prêt à franchir ou pas? Parce que j'imagine que même dans le modèle de financement de l'école, vous avez des... On dépasse pas, on veut pas qu'il y en ait plus de 10% de ce profil-là. C'est intéressant pour avoir de la mixité sociale, pour avoir une diversité. Enfin, je retrouve exactement ce que disait Olivier, c'est-à-dire qu'il y a l'importance d'avoir une culture commune et puis une diversité qui va nourrir ça et qui va l'enrichir, c'est aussi pertinent. Ok. Olivier, je m'adresse à toi. Qu'est-ce qui t'a parlé? Alors, j'imagine qu'il peut y avoir plein de choses, puisque Jean-Baptiste vient de dire, mais quand tu as vu une première fois Jean-Baptiste présenter son projet, et puis quand il t'a recontacté en direct, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, ça va être dur de résumer en quelques mots, mais je suis absolument admiratif de ce qu'a fait Jean-Baptiste avec toute son équipe. D'abord, j'ai rencontré effectivement Jean-Baptiste lors d'une soirée où il présentait le projet et je l'ai trouvé extrêmement convaincant avec une vraie approche très entrepreneuriale, très déterminé, avec une logique de résultat. Donc je me suis dit, c'est un projet en fait qui est très 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 bien mené. Et puis effectivement, je pense que le déclencheur lors de la visite a été au-delà de nos espérances ou de l'idée qu'on s'en faisait. Et je pense qu'on a beaucoup parlé de culture, et effectivement Jean-Baptiste vient d'en parler. En fait, la particularité, je pense, de ce qu'on a retrouvé là-bas, c'est qu'il y a une âme, il y a une culture, il y a quelque chose de très très fort. Je peux l'illustrer au travers de quelques exemples. Lors de cette visite, je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais je vais le rappeler s'il a oublié, un élève, alors qu'on traversait la cour, l'a interpellé en lui disant Monsieur le directeur, on jouera au football avant que vous partiez. Et Jean-Baptiste, qui est en train de faire visiter, a dit oui, bien sûr. Et puis la journée se passe et on allait partir. Et l'élève a dit mais on n'a pas joué au football. Et Jean-Baptiste a dit c'est vrai, on avait beau être en retard. Il a dit on y va. Et il a pris 5, 10 minutes, 15 minutes de plus pour aller jouer en fait avec les étudiants. C'était même football, c'était la Soule, vous appelez ça la Soule? La Soule. Ouais, c'est ça. Un autre exemple, je me rappelle la question qui a été posée en séance, pourquoi vous avez des uniformes? Est-ce que vous trouvez ça bien en fait en 2023 d'avoir des uniformes? Et d'abord, ce qui est étonnant, c'est que quand on pose une question à des élèves, ils lèvent tous la main, ils veulent tous répondre. Donc déjà, ça, c'est un signe. On voit à quel point, en fait, les enfants sont heureux. Et la première réponse, et la seule réponse, a été de dire moi je suis très heureux qu'on ait un uniforme, parce qu'avant j'étais dans une école en fait où on me regardait bizarrement parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter les dernières baskets Nike, les derniers polos de je sais pas quoi. On sent les enfants heureux et il y a une culture en fait effectivement du développement personnel. On rend les étudiants fiers de ce qu'ils sont et je trouve ça émouvant déjà. Et donc voilà, je suis admiratif du travail qui a été fait. Le deuxième message que je veux faire passer à tous les auditeurs, c'est que
Il faut aider. Vous allez sur le site Excellence Ruralité, vous pouvez très facilement faire des dons. Si vous n'êtes pas convaincu, vous prenez rendez-vous et je suis sûr que Jean-Baptiste sera ravi en fait de vous accueillir. Mais il a besoin de gens comme nous. Je sais qu'on a une audience de gens qui ont les moyens peut-être de redonner au bien commun, à la communauté. C'est un vrai beau projet et il y a tant à faire. Et effectivement, on a fait beaucoup de choses dans les zones urbaines. On oublie un peu les campagnes et les zones rurales. Et franchement, il y a vraiment malheureusement beaucoup de choses à faire. Et quand il y a des beaux projets comme ça, il faut absolument les soutenir. Effectivement. Intéressant aussi de voir effectivement ce qui a pu te parler. Et je comprends bien. Il y a une logique de résultat que tu disais tout à l'heure. C'est quoi le projet réussi Est-ce que vous avez plutôt des velléités de développer, j'imagine peut-être de reproduire ce modèle dans d'autres territoires? Est-ce que c'est déjà en cours? Ouais. Qu'est-ce que c'est Oui, en fait, dès le départ, donc, cette école, c'est une école pilote. L'objectif, c'est d'en ouvrir d'autres. Puisque pour pouvoir en ouvrir plus que 4 ou 5, il faut qu'on obtienne des financements publics. Donc, moi, ma logique, c'est d'être libre de mes moyens et comptable de mes résultats. C'est-à-dire, je veux pouvoir innover sur la façon de faire. Par contre, je suis conscient que j'ai des comptes à rendre sur les résultats qu'on obtient. Donc, dès le départ, on s'est mis dans cette logique de rendre compte et donc de mettre en place un rapport d'impact. Donc là, on a rendu notre premier rapport d'impact sur l'année dernière. Le prochain viendra sur cette année, et puis on va faire ça tous les ans. Et on fait passer à nos élèves les évaluations nationales, par exemple, ce qu'on n'est pas tenu de faire, mais qu'on fait délibérément. Depuis les petites classes jusqu'à la... Enfin, pour l'instant, on faisait que sur le primaire, parce qu'on n'avait pas encore les tests, mais on a obtenu les tests du collège, pardon, donc on va faire aussi sur le collège. On rend compte aussi de nos résultats au brevet. Donc pour vous donner quelques chiffres qui sont à mon avis assez parlants, le premier, c'est qu'en termes d'accrochage scolaire, c'est notre première mission, on a des élèves qui arrivent, qui décrochent de l'école. 91% des élèves qu'on a eu dans notre établissement, des anciens, donc, sont insérés en formation ou en emploi dans un territoire où il y a près de 40% de jeunes qui décrochent de l'école, qui ne finissent pas leur scolarité. Donc c'est jamais assez, il faudrait qu'on ait 100% et on y travaille, mais disons on voit bien qu'il y a une différence par rapport au territoire. L'autre point qui est important pour moi aussi, c'est les résultats au brevet. C'est-à-dire que, alors c'est encore des petites promotions, on a une dizaine d'élèves pour l'instant, mais sur les élèves qui ont passé le brevet l'année dernière, ils appartiennent aux 10% les plus défavorisés de notre pays. Ils sont donc un IPS dans les 10% les plus pauvres. Et ils ont obtenu au brevet les mêmes notes que ce qu'obtiennent les 10% les plus favorisés. C'est-à-dire qu'en gros, on a les résultats d'un collège de Versailles, mais à La Fère, en Picardie, dans une zone où il y a beaucoup de chômage des jeunes et tout. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de se dire, mais l'école peut tenir sa promesse. C'est possible de le faire. Il faut arrêter. Je pense que c'est un des trucs qui mine beaucoup notre école, c'est de tout sociologiser. C'est-à-dire, en fait, il y a un côté un peu fataliste, genre, il vient d'un milieu défavorisé, donc le pauvre, il ne peut pas y arriver à ça parce que tout est prédestiné par naissance, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un poids des origines sociales, c'est vrai qu'il y a j'aime pas le mot inégalité parce qu'en fait rien n'est jamais égal et tant mieux, sinon la vie serait triste, mais il y a des différences initiales qui rendent les choses beaucoup plus difficiles pour les enfants de milieu modeste. Par contre, la question, c'est comment est-ce que l'école permet de répondre à ça? Comment l'école permet de faire mentir la sociologie, en fait? Et c'est possible de le faire. Donc, il faut donner pour ça les meilleurs outils à ceux qui en ont le plus besoin. Il faut donner les meilleurs moyens pédagogiques dans ces territoires-là, dans les territoires où il y a souvent assez peu de moyens, justement. On a eu récemment, en plus, des débats assez véhéments sur les écoles privées, les écoles publiques. Si je comprends bien ce que tu dis, ce modèle-là que vous pilotez, il devrait pouvoir être réplicable à plus grande échelle et il serait plus efficace que ce qui est fait aujourd'hui. Comment est-ce que vous positionnez, alors, au-delà des demandes de financement, vis-à-vis des pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a une réflexion qui peut être entamée, une collaboration? Est-ce qu'il y a des expériences que vous proposez de transférer à l'école publique? Ou est-ce que vous êtes les uns contre les autres? Ah non, pas du tout. Non, mais nous, on est vraiment complémentaires de l'éducation nationale. On a vraiment vocation à être de plus en plus intégrés au système éducatif classique. Ce qu'on essaye d'obtenir, c'est un statut expérimental pour permettre, en fait,
Aujourd'hui, une des difficultés, vous faisiez référence à l'histoire du public-privé et toutes aux polémiques qu'il y a eu récemment. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que le privé ne peut pas réellement innover sur le plan pédagogique, si vous voulez. Le public ne peut pas innover. Le public, mais le privé non plus. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on fait une école privée, mais si on voulait que c'est à vocation sociale, mais aujourd'hui, pour pouvoir la faire à vocation sociale, eh ben, on est obligé de la financer sur fonds privés pendant très longtemps. Donc, je parle de privé sous contrat, c'est-à-dire le financement du privé par l'État ne permet pas aujourd'hui de mettre cette énergie, cette innovation au service des plus modestes. Or, c'est ça qui devrait être le plus intéressant quand on devrait pouvoir dire on crée des écoles pour les enfants de milieu modeste, aidez-nous plus facilement. On devrait pouvoir permettre aussi au privé d'innover dans la façon de faire pédagogique. C'est-à-dire de se dire on n'est pas obligé de faire exactement pareil que le public là où il n'est pas. Il faudrait pouvoir peut-être avoir des méthodes différentes, et c'est ça qu'on essaye d'apporter. Aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, c'est que pourquoi en fait il y a une forte concentration du privé auprès des CSP+, c'est qu'en fait il y a une très forte concentration du privé dans les métropoles où il y a une forte demande. Donc on ferme des écoles en zone rurale, grosso modo, des écoles privées pour pouvoir répondre à la demande, parce qu'il y a une limite maximum de 20%, donc on ne peut pas avoir plus de 20% d'élèves dans le privé. Donc ils priorisent, ils vont là où il y a de la demande et donc ils mettent le paquet là-dessus. Mais l'enjeu, il est à mon avis de libérer justement ce plafond pour permettre au privé de se créer là où il y a moins de demandes et où il y a plus de besoins. Ce plafond là de 20%, il est en place. Ça s'appelle la règle non écrite des 80-20 qui date d'il y a 50 ans. Donc en fait aujourd'hui, pour un poste dans le privé, il faut que vous ayez 4 postes dans le public. Et vous ne pouvez pas... Un poste de professeur. Oui. D'accord. Donc de classe sous contrat. Vous ne pouvez pas avoir plus de 20% des élèves de France qui sont inscrits dans le privé. Donc c'est un jeu à somme nulle. Et ce qui fait aussi que c'est très très long d'obtenir un contrat, c'est que vous pouvez demander un contrat au bout de 5 ans. Mais après, vous avez, on en a parlé avec le cabinet du ministre, il y a 10 ans, il y a une file d'attente en fait de 10 ans, parce que vous avez 20 places chaque année pour 200 demandes. Donc c'est très très long d'obtenir Ok, et obtenir un financement public, c'est devenir une école sous contrat. Voilà. Il n'y a aucun autre moyen d'être financé en tant qu'association, par exemple Si, il y avait des trucs qui étaient intéressants, par exemple les Social Impact Bonds, donc le contrat impact social, en fait c'est un mécanisme britannique qui permettait... Une asso s'engage à obtenir un certain nombre de résultats opérationnels dans son domaine associatif. Donc, mettons-nous l'accrochage scolaire. Une boîte la finance et si elle obtient ces résultats, l'État rembourse la boîte. Donc, c'était une manière de partager le risque et de faire jouer les entreprises dans cette responsabilité. Bon, ça existe dans certains ministères. Donc, certains ministères ont pris en compte cet outil-là, mais pas le ministère de l'Éducation nationale. Donc, aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir monter ça, mais voilà, il y a plein de choses qui pourraient être mises en place pour fluidifier un peu les choses et pour permettre à l'innovation scolaire de bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin, quoi. Ok, ouais, nécessité d'appliquer finalement aussi cet ADN d'innovation au milieu scolaire. Et donc je comprends bien pourquoi ça a pu te parler, Olivier. Merci à tous les deux. J'ai une dernière question juste pour tous les deux. Et puis après, on aura terminé. J'aime bien demander à mes invités à chacun un conseil. Et aujourd'hui, peut-être que ça serait intéressant de vous demander à chacun quel conseil vous pourriez donner pour peut-être mettre plus davantage l'humain au cœur de nos choix, qu'ils soient professionnels, financiers. Olivier, je commence avec toi. Est-ce que tu as un conseil à donner ? Je pensais que c'était un conseil de cuisine ou un truc... Ça peut être un conseil de cuisine, mais il faut que l'humain soit au cœur de la recette. Non, je pense que c'est compliqué de donner un conseil sur ce sujet parce que c'est souvent une question d'état d'esprit. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de la valeur de l'humain et on a parlé avec Jean-Baptiste d'éducation, on voit bien en fait... à quel point l'humain est au centre en fait de toutes les préoccupations des réussites entrepreneuriales. C'est qu'il faut pas tomber dans l'extrême de penser qu'on va tout régler avec des technologies. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Ça fait un peu peur d'ailleurs. On relègue la valeur de l'humain à un plan qui est pas sa place. Je cite souvent cette étude en fait qui a été faite par Harvard, qui est l'étude la plus longue qui a été réalisée sur la notion de bien-être et de bonheur. Et on s'aperçoit que les vraies corrélations en fait entre des gens qui
qui vivent longtemps et qui vivent heureux. On n'a rien à voir d'abord avec le pouvoir, avec l'argent, avec la renommée, avec des choses en fait. Parce qu'en déclaratif, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous rendrait heureux, ils parlent souvent d'argent, ils parlent souvent effectivement de reconnaissance, ils parlent souvent de pouvoir. La vraie corrélation en fait qui a été trouvée, elle est dans la qualité des relations sociales, dans la capacité que l'on a à traverser le temps à deux. Et les gens qui vivent à deux longtemps en fait vivent plus longtemps, en meilleure santé. Et tout ça pour dire, je fais un mauvais résumé de cette étude, mais je vous invite à la recueillir sur internet. On se rend compte à quel point en fait l'homme est un animal social et à quel point nous avons besoin de nous enrichir en fait les uns des autres, et que l'humain est au centre en fait de notre propre bien-être. Et ça vaut pour tous les domaines finalement de la vie. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc si je dois donner un conseil, puisqu'on me pose la question comme ça, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Ok, merci beaucoup Olivier. Toi Jean-Baptiste, est-ce que tu as un autre conseil? À titre personnel, c'est-à-dire la question c'est comment est-ce qu'on met plus l'humain au centre dans sa vie, c'est ça? Oui. C'est difficile, hein, ça dépend vraiment de la position dans laquelle on est, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, là, nous, on est en train de faire un certain nombre de recrutements pour structurer notre équipe et tout. Et je me dis que réellement, la clé, c'est de toujours choisir des gens qui ont quelque chose à apporter, qui ont des compétences qu'on n'a pas, qui ont donc cette curiosité pour des profils différents, pour des compétences différentes et pour des horizons différents, je pense qu'elle est clé aussi pour aller chercher, voir ce qu'il y a dans chacun, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous arrivons à la fin de cette première saison de Just Focus. Merci à tous de nous avoir suivis nombreux. Je vous invite d'ores et déjà à découvrir le second format Focus Fonds qui donne la parole à des gérants de fonds d'investissement. Un contenu inédit pour celles et ceux qui se demandent ce qui se cache derrière un fonds d'investissement. Et on se retrouve très vite pour une seconde saison avec de nouveaux parcours aussi exceptionnels que passionnants. Bonnes vacances!